Bonjour à tous, nous allons étudier ensemble aujourd'hui l'impact de la crise de 1929, des équilibres économiques et sociaux. Il faut tout de suite signaler en introduction que la crise de 29 n'est pas du tout le premier accident que connaît le système capitaliste de cette époque-là. En effet, il y a eu déjà des crises auparavant, mais par son ampleur et par ses conséquences, la crise des années 30 va devenir l'une des plus grandes crises économiques de l'histoire. On va pouvoir poser comme problématique quels sont les impacts de la crise à la fois sur le plan social et sur le plan politique à court, moyen et long terme. Nous allons étudier cette leçon en 3 points. Le premier point portera sur les causes de la crise, des causes tout à fait variées. Le deuxième point sur sa mondialisation et le troisième point portera, lui, sur l'impact sur les sociétés et les politiques. Donc voyons tout de suite le premier point des causes variées de la crise. Signalons tout d'abord que les années 20 connaissent une prospérité. Ça peut paraître paradoxal, mais on va l'expliquer. En effet, après la Première Guerre mondiale, les pays industrialisés connaissent une période de prospérité exceptionnelle, puisque la production mondiale augmente de 40%, dans les années 20. Cette augmentation est essentiellement basée sur les progrès de la productivité qui permettent une croissance économique, qui permettent aussi la production de masse et qui permettent donc la baisse des coûts. Cette croissance économique est portée par des branches des industries issues de la deuxième phase d'industrialisation, essentiellement le pétrole, les industries chimiques ou encore la construction mécanique. Pourtant, malgré les apparences de cette croissance, celle-ci porte en elle des déséquilibres très forts qui vont conduire à la crise. Par exemple, dans l'industrie, malgré l'augmentation générale que l'on vient de décrire, les branches les plus traditionnelles sont déjà en difficulté. Mais hormis ces difficultés sectorielles, 2 autres problèmes vont se poser. Le premier problème, c'est la crise de surproduction. En effet, afin de maintenir une certaine compétitivité, les entreprises de cette époque-là vont maintenir des salaires bas afin de faire baisser les coûts de production. Or, le maintien de ces salaires bas alimente une demande qui elle-même devient très basse, en tout cas beaucoup plus faible que l'offre de production des entreprises. Les invendus se multiplient, c'est ce qu'on appelle une crise de surproduction. Il faut d'ailleurs noter que cela concerne aussi bien les produits manufacturés que les produits agricoles, mais j'y reviendrai tout à l'heure. Le deuxième problème, c'est la spéculation boursière qui va très fortement affaiblir l'économie américaine à cette époque-là. En effet, les épargnants de la classe moyenne vont avoir recours au crédit bancaire pour racheter des actions en espérant des plus-values plus lointaines. Or, ces plus-values vont tarder à venir, précipitant le début de la crise. Voyons donc dans un deuxième point une crise mondialisée. Tout d'abord, la crise démarre aux États-Unis. Au cours du Jeudi noir, le 24 octobre 1929, ce sont 16 millions d'actions qui sont vendues à la bourse de New York durant cette journée. Pour vous donner un point de comparaison, habituellement, il se vend à cette époque-là environ 4 millions d'actions. Or, cette survente d'actions produit une baisse des cours par la panique boursière. Autrement dit, tout le monde veut vendre ses actions avant que les cours ne baissent trop. Or, en faisant ça, on précipite ce qu'on appelle alors le krach boursier. La panique boursière et donc la dévaluation du cours des actions perdure durant tout le mois d'octobre-novembre 1929, conduisant à la ruine des épargnants. Or, si vous avez bien suivi ce que j'ai dit tout à l'heure, vous allez pouvoir vous rendre compte que très rapidement, la crise va atteindre de nouveaux secteurs d'activité. En effet, de boursière, la crise devient bancaire. Face à l'effondrement du prix des actions, que vont faire les épargnants? Eh bien, ils vont aller en banque retirer leurs économies. Or, les banques, la plupart en tout cas, ne disposent pas de ces liquidités, car elles-mêmes l'ont investi dans la spéculation boursière en espérant des plus-values lointaines. De bancaire, la crise devient alors économique. Du fait d'une baisse de la demande, la production industrielle s'écroule de moitié et les prix agricoles régressent. À partir de là, on assiste à une véritable mondialisation de la crise. En effet, la récession économique, c'est-à-dire la baisse des richesses produites dans un pays, va déborder très largement le cadre des États-Unis et se diffuser ensuite au monde.
Ce sont d'abord les partenaires commerciaux des États-Unis qui sont affectés par la crise, notamment du fait de la rétractation du commerce international. L'Europe est rapidement touchée, du fait notamment du rapatriement des capitaux américains, ce qui entraîne les faillites de banques européennes, notamment allemandes et autrichiennes, c'est-à-dire des banques très endettées auprès des banques américaines. Mais les pays en développement, que l'on appelle à cette époque les pays neufs, sont aussi touchés par cette crise. En effet, ce sont souvent des pays qui sont spécialisés dans une monoculture. Par exemple, le Chili ou le Brésil. Or, ces pays vont avoir du mal à trouver des débouchés commerciaux internationaux pour leur culture, du fait de la diminution du commerce mondial de manière globale. Tout cela conduit à une surproduction très importante. Pour vous donner un exemple très symbolique, au Brésil, dans les années 30, le café, qui était vraiment la monoculture du Brésil à cette époque, est souvent employé comme combustible pour les locomotives à la place du charbon du fait des invendus. Cette crise a un impact très important sur les sociétés. Voyons d'abord la déstabilisation des sociétés par l'apparition d'un chômage de masse. En effet, très rapidement, le monde est pris dans une spirale déflationniste, c'est-à-dire une baisse très rapide et très importante des prix, qui conduit en fait à la faillite d'entreprises toujours plus croissantes. À partir de ce moment-là, la crise qui était boursière, financière, économique devient alors sociale. Le mécanisme est simple, les entreprises ne peuvent plus embaucher, voire même licencient, ce qui augmente le chômage. Pour vous donner quelques chiffres et vous faire prendre conscience de l'ampleur de la crise, le chômage atteint, ou en tout cas le nombre de chômeurs atteint 25%, un quart de la population active aux États-Unis. Il est de 6 millions en Allemagne, c'est-à-dire à peu près 16% de la population active de cette époque-là, 16% aussi en Grande-Bretagne et 6% en France. Le système industriel n'est d'ailleurs pas le seul touché. Il faut aussi mentionner le domaine agricole. En effet, des agriculteurs vont quitter leurs domaines agricoles pour essayer de trouver du travail en ville. En fait, ils vont n'y trouver que la misère. On assiste d'ailleurs à la réapparition des bidonvilles dans les villes américaines. D'autres agriculteurs vont rester sur leur domaine et vont essayer d'étendre leur culture sur des terres de toute façon infertiles. C'est le cas par exemple dans les grandes plaines américaines. Or, cette surexploitation de la ressource amène à une stérilisation des terres et accentue le phénomène américain du Dust Bowl, c'est-à-dire de ces tempêtes de poussière qui stérilisent tous les champs autour d'elles. Or, vous le voyez, vu l'ampleur, très rapidement se pose la question de la résolution de la crise et de l'attitude des différents gouvernements face à cette crise. On assiste alors à une véritable redéfinition des politiques économiques. Pour comprendre cette réorientation de la politique économique, il faut d'abord savoir quelles étaient les premières mesures prises. Dès la survenue de la crise, dans la majorité des pays, les gouvernements ont mis en place des mesures libérales qui préconisent des politiques de déflation, c'est-à-dire des politiques de baisse des prix pour espérer relancer la consommation, et également des politiques de bas salaire pour que le coût du produit revienne moins cher. De manière schématique, on peut dire que les théories libérales de l'époque privilégient donc des politiques de l'offre. Or, dans le contexte de la crise, ces politiques libérales sont une catastrophe. Partout où elles sont mises en place, c'est-à-dire en Angleterre, au Japon, en Allemagne, aux États-Unis bien entendu, en France également, elles vont participer à alimenter cette crise par la déflation. Les États vont alors se tourner vers des travaux d'un économiste qui se nomme John Maynard Keynes et qui va prendre les choses à l'inverse. C'est-à-dire que la théorie dite keynésienne, on parle aussi du keynésianisme, va axer sur la demande. C'est-à-dire qu'elle va partir de l'idée que le chômage, l'apparition du chômage, est liée à une trop faible demande. Et donc elle va théoriser l'idée d'une participation beaucoup plus forte de l'État à l'économie afin de relancer la demande. Cette participation prend la forme notamment de politiques de grands travaux qui permet d'embaucher des chômeurs et donc de leur donner un salaire en espérant qu'ils le consomment pour relancer la machine économique.
C'est dans ce contexte que Franklin Delano Roosevelt est élu à la présidence des États-Unis en 1933 sur la promesse d'un programme basé sur les idées keynésiennes, un programme de grands travaux que l'on nomme souvent le New Deal, c'est-à-dire la nouvelle donne économique. Ainsi, l'administration américaine va mettre en place une politique de grands travaux, comme le montre l'exemple de la politique menée dans la vallée du Tennessee, qui à la fois par la construction de grands barrages pour but d'augmenter la production d'électricité, la production aussi agricole par une irrigation poussée, et bien sûr, ces grands travaux se font par des ouvriers qui sont alors réembauchés. Plus largement, le New Deal se traduit aussi par un volet social très conséquent, comme le montre par exemple le vote d'une loi sur le chômage et la retraite en 1935. Au final, Roosevelt est réélu de manière triomphale en 1936. Mais le bilan du New Deal est assez ambigu, d'abord parce que après une envolée économique, l'euphorie économique retombe dès 1937. Pourtant, sur le plan social, on va assister à des avancées. Par exemple, le gouvernement garantit aux ouvriers de pouvoir créer leurs propres syndicats, de même que la politique du New Deal a favorisé la négociation collective dans les entreprises. En France, le gouvernement de la coalition des partis de gauche, que l'on appelle le Front populaire, remporte les élections législatives de 1936. Le Front populaire va lui aussi tenter de mettre en place des politiques de relance économique en accent sur la consommation, notamment par l'augmentation des salaires. Ainsi, le gouvernement de Léon Blum signe les accords Matignon le 7 juin 1936, qui favorisent donc l'augmentation des salaires, mais qui favorisent aussi la négociation collective dans l'entreprise. D'ailleurs, le Front populaire se marque aussi par une politique auprès des agriculteurs, par une revalorisation des revenus de l'agriculture. Il tente par ailleurs de lancer une politique de grands travaux, mais il faut signaler que cette politique est stoppée dès 1937, à la fois par l'opposition des milieux d'affaires, mais aussi par la fragmentation de ce bloc des gauches du fait de désaccords entre les partis qui le forment. Enfin, dernier point de cette leçon, on va voir que cette crise fragilise les démocraties. En effet, suite à la défaite allemande de la Première Guerre mondiale, le régime politique de la République de Weimar est mis en place en Allemagne. Or, ce régime est politiquement déjà fragile et il doit faire face à une montée en puissance électorale du parti nazi au fur et à mesure de l'intensification de la crise. D'ailleurs, quelques années plus tôt, la crise avait aussi favorisé le développement du fascisme italien dirigé par Benito Mussolini qui prend le pouvoir en Italie après un coup de force en 1922. Dans les deux cas, les dictatures tentent de relancer leur économie par la mise en place d'une politique de grands travaux. C'est pour le fascisme italien la bonification des terres de la plaine du Pô, qui est un fleuve en fait au nord de l'Italie. On peut citer également pour l'Allemagne la construction d'un vaste réseau d'autoroutes dès 1933. Il faut citer aussi pour ce dernier pays que la reprise économique est fondée aussi sur des politiques de réarmement. Dès 1936, les deux totalitarismes se rapprochent et puis on peut citer également que la crise économique a favorisé l'apparition d'un régime militaire au Japon dès 1931, ce qui aura son importance pour la suite, bien entendu, des événements. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile. Je vous rappelle également que vous disposez de la vidéo Révise Express dont je mettrai le lien dans la description. Et puis, vous pouvez commenter, vous pouvez aimer la vidéo, vous pouvez même vous abonner. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.